Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, on va discuter de Goblin Punk. Vous avez peut-être vu notre actual play qu'on a sorti dans les dernières semaines. Sinon, il est pas trop tard pour mettre sur pause et aller le voir et revenir. Mais même si vous n'êtes pas intéressé par l'actual play, vous voulez juste avoir de la bonne discussion, vous pouvez rester écouter sans problème. J'espère que tout le monde va bien. Yes. Yeah. Très bien. Parfait. Je vais juste introduire très rapidement le jeu pour dire que c'est d'un auteur qui s'appelle Grant Howitt. Je pense qu'il est juste disponible en anglais. Goblin Punk, c'est un jeu en une page que vous pouvez vous procurer. Je pense qu'il y a une option pour l'avoir gratuitement. C'est très abordable. Puis en fait, il a fait une panoplie de jeux qui se tiennent en une page. On va en reparler plus vers la fin du podcast. Mais c'est quelque chose qu'on voulait explorer parce que dans notre volonté de rendre le jeu de rôle très accessible, je pense que c'est une bonne voie d'entrée pour ça. Puis je voulais laisser Marie-Lou en parler un peu des règles justement parce que c'est toi qui as mené pour nous. Donc, dans le fond, Goblin Punk fonctionne un petit peu sur un principe Powered by the Apocalypse, donc avec des D6 qu'on utilise pour faire nos checks, dépendamment du niveau de réussite du dé, ça nous donne les résultats qu'on a. Puis il y a aussi des tokens qui sont utilisés pour nous permettre d'ajouter des dés pendant le jeu, donc ça fonctionne comme ça. Petite particularité intéressante avec Goblin Punk, c'est que la façon d'obtenir les 10 tokens qui vous permettent d'améliorer vos jets est que tous les gobelins ont des expressions fétiches qu'ils peuvent utiliser, que les autres peuvent utiliser, et à chaque fois que ça se fait, ça permet de gagner justement des tokens. Donc, ça donne des conversations quand même très intéressantes dans le jeu. Ça, puis c'est un jeu, déjà, je sais pas si on l'a dit évidemment au début du actual play, là, mais c'est un jeu où on joue des gobelins adolescents qui sont plutôt anarchistes. Puis si vous avez écouté l'actual play, ça peut être très chaotique, vraiment, mais juste ça, c'est très différent de beaucoup de choses qu'on s'imagine. C'est souvent à Donjons et Dragons, des jeux comme ça, on joue les héros qui s'en vont pour chasser des gobelins, mais là, on est vraiment comme de l'autre côté du miroir. Puis je me demandais si c'était quoi vos attentes quand vous avez entendu parler de ce jeu-là? Par exemple, de mon côté, je m'attendais à ce que déjà, rien que le titre t'amène à la piste du fait que ça risque d'être chaotique, mais je savais pas comment ça allait se mettre en expression. Et je sais pas pour vous aussi. Toi, Marie-Lou, je pense que tu le connaissais déjà. J'étais déjà un petit peu familière avec le jeu, j'avais déjà lu les règles et tout ça, puis ça faisait quand même un bout que j'essayais de me monter un groupe pour y jouer parce que j'avais tellement le goût d'essayer ce jeu-là. Le fait aussi que c'est pas juste des gobelins, mais des ados, ça rajoute vraiment une grosse couche de chaos, je trouve, dans le jeu. Ce que j'aime avec ces types de jeux-là, après ma base, c'est qu'ils sont très... Tu sais, c'est présenté avec une présentation relativement attrayante, graphique, mais en même temps un peu brouillon, toujours. Tu sais, comme un jeu de rôle fait sur un coin de table. Puis, des fois, on aime les trucs très léchés, là, on en parlait avec Wonder Home, mais des fois, j'aime ça avoir quelque chose qui, tout de suite, je le regarde, juste un coup d'œil, puis déjà, c'est très... ça me dit tout de suite de quoi ça parle, pas besoin de passer à travers plusieurs pages pour savoir, tu sais, ça commence avec vous êtes des gobelins adolescents, puis le rouler sur cette table-là pour savoir quels items vous avez, rouler sur cette table-là, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on s'attend? Ben, c'est pas mal ça qu'on a à la fin, je trouve, dans le produit final, là. Mm-hmm. Ouais. Souvent, les petits jeux d'une page, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est pas nécessairement le premier que je fais. C'est le premier de Grant Howitt qui en a fait. Je pense qu'il en a fait énormément. Je pense qu'il a fait ça presque à chaque semaine, ou si c'est pas plus, pendant au moins un an. Puis j'aime ça. C'est beaucoup... Les règles sont toujours évidemment très simples. C'est beaucoup dans l'improvisation, dans le spontané. C'est souvent avec un petit côté humoristique. Parce que ça reste les règles, ça peut pas être des grosses règles qui vont vraiment encadrer notre expérience, c'est vraiment plus souvent des petites mécaniques qui vont nous diriger vers une direction, puis après c'est à nous de faire l'effort qui reste pour vraiment
vraiment aller complètement dans le genre. Là, gobelin, adolescent, comme on disait tantôt, ça sonne chaotique et je pense que mes attentes étaient aussi vers là, puis que la partie l'a bien montré que effectivement ça l'a été. Puis, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que comme c'est un jeu qui tient une page, qui n'a pas un système très complexe, je pense que c'est un jeu aussi qui peut donner l'opportunité à des gens de s'exercer à un premier essai de meneur de jeu. Puis, parce que, vu qu'en plus, on est là comme... C'est vraiment un jeu qui est fait pour qu'on rigole, clairement. Puis je pense que vous devriez voir l'enregistrement rien que pour ça. Mais ça fait que même si... en tant que meneur, t'es hésitant ou quoi que ce soit, ben, c'est pas grave parce que c'est vraiment bon enfant. Et donc, je pense que ça peut être une belle opportunité pour comme se pratiquer si on peut être gêné, peut-être un peu comme moi parfois, pour faire ce genre, pour avoir ce genre de rôle, de position. Ben, c'est ça qui me fait demander justement, est-ce que le fait de ne pas avoir de statistiques, beaucoup de statistiques, là, je pense que là-dedans, on accumule du trouble, puis c'est quoi la honte ou du trouble, ou des choses comme ça, mais comme tel, nos personnages, qu'on a décidé d'écrire, on les a créés comme un peu chacun de notre côté, mais on n'avait pas de caractéristiques, on n'avait pas de traits, c'est très libre. Puis je me demande, est-ce que des fois ça peut être aussi un obstacle pour des gens qui sont habitués de... Bon, là, j'ai une fiche, puis je peux savoir comme ben, mon personnage est intelligent parce que j'ai une autre intelligence. Mais tu sais, si tu pars de rien, est-ce que ça peut être intimidant de créer un personnage un peu de rien? Je pense, en effet, que, mettons, qu'une personne qui va aborder le jeu de rôle d'un point de vue très stratégie, puis j'ai mon personnage qui est optimisé, en effet, je veux dire, c'est complètement dans l'autre champ. Les personnages sont, il n'existe pas d'optimisation possible des personnages. C'est 100% basé sur ton roleplay, puis quand tu décides de le jouer. Donc, c'est sûr que pour des joueurs qui vont être très, très habitués à des jeux comme Donjons Dragons, qui sont très habitués aussi d'optimiser ce genre de jeu-là, ça se peut en effet que ce soit vraiment quelque chose de très différent pour eux autres, puis que ça vienne peut-être créer un peu comme de confusion là, pour eux autres. Mais pour faire du pouce à ce que tu dis, bon, moi, j'ai pas tant d'expérience que ça en jeu de rôle, mais j'ai eu, entre guillemets, de la difficulté avec mon personnage au début, parce que je l'avais comme trop réfléchi, et c'est clairement pas un jeu qui se prête à ça. Et, par exemple, au début, j'avais dit, il va être genre... c'est un personnage qui veut tout casser, mais qui va être réservé parce qu'il se retient de tout casser. Puis après, je me suis très vite rendu compte que ça marche pas dans ce jeu parce qu'il faut y aller. Puis moi, t'as pas le temps de jouer la réserve et le je veux tout casser. Et aussi, j'étais très fière de ma phrase, mais finalement, elle a été très peu utilisée. Et je pense qu'elle a été très peu utilisée parce que je me suis trop pris la tête pour qu'elle soit genre un peu smart. Puis finalement, ça faisait que spontanément, elle revenait pas. Genre, je voyais qu'il y a des moments où vous faisiez l'effort de me la sortir, mais que c'était vraiment un effort. Alors que les autres phrases, elles y allaient vraiment beaucoup plus facilement. Et donc, je pense effectivement, comme tu dis, à partir du moment si, Marie-Lou, comme tu dis, si on y va avec trop de planification, stratégie, etc., ben, on se laisse un peu emporter par ça, puis ça perd un peu le côté non, faut juste que tu y ailles. C'était laquelle ta phrase? Ouais, c'est ce que je me demandais aussi. C'était en morceaux, genre. Ah oui, c'est plus beau en morceaux. Oui, c'est plus beau en morceaux. Puis, elle est bonne, ma phrase, moi, je trouve. Mais elle est clairement pas adaptée pour le jeu, genre, dans le sens que, les autres phrases étaient un petit peu plus loufoques, en quelque sorte. Et je pense que finalement, ma phrase était comme trop sérieuse par rapport au ton du jeu. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est juste que on a peut-être accroché aux expressions parce que je me souviens des fois qu'on l'a utilisé. À chaque fois qu'il était utilisé, elle était très bien utilisée. Exact. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis je suis absolument pas triste que vous n'ayez pas beaucoup utilisé ma phrase qui était très bien employée quand elle était employée, comme tu dis. C'est seulement que je trouve les autres phrases étaient plus catchy en fait en tant que telles, puis beaucoup plus absurde, et je pense que ça marche mieux avec le type de jeu que ça demande. Fait que
Mais c'est que ta phrase, ça prenait une situation pour la placer, tandis que les autres, on pouvait juste la rajouter au bout d'une phrase, puis même si Exactement. ça voulait rien dire, c'était pas grave. C'est Ben peut-être ça oui. la différence. Ça voulait dire tout et n'importe quoi au bout d'un moment, alors qu'effectivement, la mienne était trop spécifique. Fait que c'est pour faire du pouce à Marie-Lou, mais avec une personne qui a peut-être moins d'expérience de jeu. Mais je pense que le jeu n'empêcherait pas nécessairement de faire de quoi de pas avec un peu de profondeur, par exemple émotionnelle ou autre, mais clairement que c'est pas c'est pas le but parce Pas le parce que meilleur, non c'est le ça, tu meilleur sais, setting pour faire quelque chose d'émotif. je veux dire c'est ça, tu sais, juste quand on a brassé nos objets, c'est quoi, c'est des objets puis une situation, puis c'est pas mal tout. On a roulé dans le fond des objets, on a roulé des objectifs pour les gobelins, Ouais, c'est on ça. a aussi roulé des opposants. Et c'est Oui, qui donc, allait aller qui c'était allait des leur nuire. c'est ça, puis tu sais, on a eu des fées comme opposants, les objets, juste les objets étaient absurdes, là, on avait des pétards, mais un bâton de baseball, on avait De la weed. de la weed. De l'alcool. Ouais, Enfin, de l'origan. l'alcool. Ouais, de l'origan. On avait toutes sortes d'objets, fait que je pense que c'est clairement le ton humoristique est là, est présent, là. Mais honnêtement, je pense, par contre, moi, justement, en tant que maître de jeu pour ça, le jeu peut autant se prêter à une situation où tu vas te dire, OK, ben, je vais monter genre un donjon, là, ils vont devoir se faufiler dans la maison des jeunes pour voler quelque chose, puis préparer quand même quelque chose de structuré un petit peu plus. Donc, au lieu de rouler les situations puis les opposants, versus comme on l'a fait, on peut juste comme prendre le jeu puis décider de partir avec ça, s'inventer une histoire puis y aller. Tu pourrais même sortir ça dans une soirée de jeux de société, comme prendre des D6 dans un board game puis commencer à t'amuser avec ça. Fait que je trouvais qu'il y avait quand même un beau degré comme de flexibilité en matière de préparation que ça demande pour le maître de jeu. C'est clairement un jeu qui se prête bien à une soirée entre amis avec un verre ou pas et un bon repas ou pas et tu sais d'y aller là, puis voir même avec des enfants aussi, tu sais comme la weed peut être effectivement de l'origan au besoin. Mais En ça, fonction de comment les parents sont à l'aise à utiliser certains termes, Mhm. mais je trouve que c'est un jeu qui se ferait très bien aussi avec genre des plus jeunes. Moi, je pense des bons jeux d'initiation en général. Tout ce qui est des gens en une page, je veux dire, c'est souvent la barrière qu'on rencontre quand soit quand on est quelqu'un qui rentre dans le monde des jeux de rôle ou quand on cherche à initier des gens, c'est à quel point t'as pas envie soit d'expliquer plein de pages de règles à quelqu'un ou la personne c'est intimidant de devoir apprendre plein des règles d'un jeu, alors que si la personne te dit les règles tiennent en une page, ou même dans ce cas-ci, presque en une demi-page, là, c'est la mise en forme qui fait que c'est dans une page, c'est pas mal moins imposant, c'est pas mal moins intimidant. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui en fait un jeu réussi aussi, parce que comme je pense qu'on a tous eu du fun, on a tous compris les règles, on a quand même réussi à vivre notre aventure, puis à aimer ça, puis je pense que vous y rejoueriez. Mais est-ce qu'il y aurait donc tu sais, je me dis ben c'est un jeu réussi en une page, c'est un bel exercice. Est-ce que vous auriez des choses à reprocher au jeu, des choses que vous auriez moins aimées, Moi, personnellement, j'ai trouvé que le système de tokens, dans le fond, il y avait une limite. On pouvait en accumuler 3 à la fois. Mais je veux dire, les phrases étaient tellement utilisées souvent que entre les jets, c'était certain que tu allais avoir comme 3 tokens de près, là, je veux dire. J'ai failli mourir. Hein? J'avais pas beaucoup de tokens. Mais j'avais beaucoup de honte. En effet. Mais voilà, donc je pense que ce système-là était peut-être pas parfait, dans le sens que, tu sais, comme rapidement, il s'accumule, puis je veux dire, les phrases étaient dites tellement souvent par tout le monde qu'à un moment donné, c'est comme... Genre, il y aurait peut-être une façon de retravailler. Je suis
pas game designer, fait que je peux pas vraiment penser à une façon de le retravailler comme ça, mais c'est un petit peu ma grippe avec le jeu. J'ai trouvé que les tokens n'étaient pas super bien. Il n'y a pas une balance qui était atteinte avec ça. J'ai l'impression quasiment que c'est voulu. Que c'est voulu que t'en aies plein parce qu'il veut que tu dises le slang. Puis dans le fond, c'est pas tant un truc d'équilibrage que c'est juste comme plus pour rythmer. Puis pour pousser les gens. En tout cas, moi, il y a un point où j'en utilisais quasiment 3 d'un coup. Après, je disais plein de fois les phrases. Tu sais, je cherchais à les plugger le plus possible. Puis à la fin, j'avais quasiment l'impression qu'on avait tous, tu sais, notre espèce, tous et toutes, notre espèce de petit code, là, justement, notre slime, puis on bâtissait les uns sur les autres, puis un peu comme on disait tantôt pour la phrase du personnage de Jane, moi j'avais eu un bat de baseball, puis mon personnage était vraiment pas violent au début, mais je me dis comme il me semble que là c'est le moment à la fin de tout foutre le bordel dans la taverne, puis c'est le moment exact pour dire la phrase, puis j'en avais même plus besoin de token à ce point-là. Ben ça, en fait, finalement, j'en avais besoin parce qu'on a dû se sauver. Puis j'ai été volé la tête de Paladin, mais ça, c'était pas voulu au départ. Tu sais, quand on dit dans le chaos et l'improvisation, c'est là où ça nous a menés. Mais ouais, mais je comprends, tu sais, comme mécanique, moi aussi j'ai trouvé la même chose, qu'il y en avait beaucoup, mais au final, je pense que c'est vraiment, tu sais, moi ça m'a pas vraiment dérangé. Puis peut-être que justement le fait qu'il y en ait beaucoup, ça fait qu'on se laissait plus aller là, tu sais, à essayer des choses, même des jets qu'on savait qu'on avait une bonne chance de rater. Moi, dans le fond, ces phrases-là, tu sais, ça m'a pris plusieurs jours à me les sortir de la tête. Tu sais, j'y repensais après. C'était pas pour dire ça au travail, mais tu sais, j'y repensais, puis je trouvais ça bon, mais tu sais, je pouvais pas en parler à personne, dans le fond. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment hanté pendant plusieurs jours, ces slangs-là. T'as changé ton pseudo au travail, t'étais comme... Ok, ça prend pas la tête à Paladine. Moi, je vote pour que oreille de pochetron, ce soit maintenant une expression qu'on utilise dans la vie de tous les Oreille jours. de pochetron, clairement. Mais je pense que les gens je pense que ça se voit même dans le actual play. Faudrait que je le regarde pour être sûr. Mais je pense qu'au début, tu sais, on sentait qu'on les forçait un petit peu plus, puis plus ça avance, plus ça vraiment c'est devenu comme des phrases de notre vocabulaire. C'est vraiment rendu notre vocabulaire. C'est ça que j'ai trouvé le fun de cette transition-là. Entre je fais ça pour des jetons à tu sais, j'en ai plus besoin de jetons, mais ça se place tellement bien que je vais le dire. Là. C'est ça, tu sais, souvent j'avais tous mes jetons, justement, mais on avait du plaisir à les sortir, ces phrases-là, fait qu'on continuait, je pense que même peu importe combien de jetons on avait. Moi, il y a peut-être le petit négatif que j'avais en tête, c'était peut-être au niveau... c'est pas arrivé dans notre cas, mais la honte puis le trouble, si ça atteignait, c'était 5, je pense. T'es-tu une élimination du personnage? Oui, le personnage est éliminé malheureusement, puis la personne va jouer un NPC ou quelque chose, mais ouais. C'est ça, c'est le petit côté qui peut peut-être être un petit peu plus punitif, c'est... parce que même jouer un NPC, pour l'avoir déjà vu dans d'autres jeux, c'est pas toujours quelque chose qui se fait super bien, qui est vraiment fluide, des fois comme mécanique. Fait que c'est sûr que le petit élimination, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire? Je comprends qu'il faut un risque, surtout s'il y a pas beaucoup d'échecs en tant que tel. Mais c'est sûr que ça prend un risque à quelque part, mais c'est ça, il y a peut-être juste un petit niveau de trop. En même temps, c'est pas un jeu fait pour faire des campagnes, mais rien t'empêcherait de faire une campagne non plus de ça, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment une petite complainte pour un jeu en une page. J'imaginais une campagne où à chaque fois tu rajoutes une expression, à la fin c'est que des expressions, il y a plus d'autres mots. J'imagine que... parce que moi, je suis quand même passée pas très loin de mourir. Alors, j'imagine que si j'étais mort, peut-être que le fun aurait été que j'ai un NPC important, dans le sens que, par exemple, quand on essayait de rentrer dans la taverne, mettons que je prenne la place du bouncer ou la place de Paladine. Ah, je t'aurais clairement fait jouer Paladine. Donc, je pense que ça, c'est une question de plus de comment le meneur va comme adapter, faire en sorte que le joueur puisse continuer à participer. Mm-hmm. Mais peut-être que j'aurais pas aimé ça, là, je sais pas, là, j'imagine.
Après, je pense que le Marie-Lou, jeu... je pense que le jeu aurait pu clairement dire, ben après tu deviens un autre MJ. Tu sais, toi aussi tu mènes le jeu également, puis ça fait que tu pourrais être à la fin comme 4 mètres de jeu contre une joueuse ou un joueur. Avec Puis les autant mecs- de chaos. Je pense que ça aurait gardé Ouais. le chaos, puis ça inverse. Ah, ça aurait été... En même temps, ça ça s'appelle c'était Goblin vraiment Punk. Finalement, c'est les maîtres du jeu qui se transforment en gobelins. c'est ça. Ben, Étienne est déjà à moitié gobelin, vous pouvez voir. Ah, il y Ouais. a du sang Ben, Maintenant, son gobelin. identité est seconde. Non, j'ai... Étienne, c'est qui? Sparadra? Non, c'est après... après le podcast, j'ai dû malheureusement tuer Sparadra. Arracher son visage. Ah, on est rendu dans un film de Nicolas Cage, on sait loin. C'est ça. Mais on a eu, c'est sûr qu'on a eu du plaisir. C'est un jeu simple comme ça. Souvent avec les jeux plus complexes, c'est que si tu essaies d'aller dans une certaine direction, des fois le jeu, tu vas sentir que le jeu te retire dans une autre direction en quelque sorte, genre dans la direction que le jeu veut prendre. Là, j'ai l'impression qu'on pouvait, à quelque part, c'était à part peut-être un côté un petit peu plus sérieux, comme tu disais, Jane, je pense pas qu'on pouvait sentir que le jeu nous poussait absolument à quelque part parce que on joue des gobelins, c'est pas mal ça la prémisse, puis c'est pas mal juste ça. Des gobelins adolescents, évidemment, et rebelles. J'ai l'impression que ce serait un jeu qui pourrait être adapté assez aisément aussi en 100 mètres du jeu. Tu sais, dans le sens que, un peu comme dans Wonder Home, où on s'est entendu pour certains lieux, on pourrait s'entendre sur certains objectifs, puis comme peut-être une certaine durée, puis ensuite faire la partie comme 100 mètres du jeu. Moi, je jouerais clairement aussi à genre Cobol Punk ou je sais pas, j'essaie de penser à d'autres créatures, mais ça serait super facile à faire avec plein de petites créatures. Lutin Punk, lutin de Noël Punk. Pour l'esprit des fêtes, écoute, il y aurait plein de possibilités. Là, c'est tellement facile à changer. Tu changes quelques objets, c'est pas mal tout. Puis les situations, puis les adversaires, mais c'est vraiment... C'est plaisant des petits jeux comme ça, justement parce que ça implique... ça permet d'être créatif très facilement. En fait, si quelque chose de négatif, c'est ça que je dirais, c'est que ça prend des personnes qui ont quand même pas mal d'imagination, la même chose que Wonder Home. Parce que des personnes qui aiment être guidées, ils trouveraient ça, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait, mais ça durerait moins longtemps, on peut le dire. Moi, j'aborde dans le même sens que Jocelyne, sur le sens que je trouve que ça aide beaucoup pour faciliter, pour être maître de jeu, entre autres à cause des tables aléatoires, qui aident vraiment à placer l'histoire comme sans préparation. Mais du côté des joueuses puis des joueurs, je trouve ça, il y a toujours l'enjeu que il y a plein de non-dits dans le monde du jeu de rôle, je trouve, sur comment on est supposé suivre l'histoire, que le maître de jeu, des fois, dicte, ou à quel point on est supposé participer ou non, tout ça. Puis, avec les jeux à une page, ça se peut que tout le monde soit sur la même page. Tout le monde s'entende sur la façon de jouer. Et ça se peut aussi que non. Puis c'est un peu là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que si t'arrives avec des attentes différentes, moi, je pense qu'il y a des façons de jouer ce jeu-là de façon super dirigée. Est-ce que c'est comme ça que moi j'aurais joué? Non. Puis je pense que c'est pas vers ça que pointent les règles, mais si le maître de jeu prend... C'est parce qu'il n'y a rien dans les règles qui spécifie comme le niveau de participation des joueurs, par exemple. Puis c'est... Effectivement, c'est pas la faute nécessairement des jeux à une page, c'est juste que dans notre hobby, des fois, je trouve qu'on manque de ressources pour les débutantes puis les débutants. Puis bon, c'est un peu ça qu'on veut faire à travers le podcast, c'est montrer des différentes options qu'il y a. Puis je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment pour rendre en français, d'ailleurs plus de ressources disponibles. Mais il y a des choses qui sont comme prises pour acquis un peu quand... comme dans tous les jeux de rôle qui sont plus épais, la question c'est est-ce qu'on doit avoir une section comment jouer à des jeux de rôle au début ou non? C'est beaucoup m'ont dit c'est les gens qui achètent des nouveaux jeux de rôle, c'est les gens qui savent déjà jouer. Ouais, mais ça c'est comme un cercle vicieux. Si on interpelle juste des gens qui sont supposés déjà savoir qu'est-ce que c'est un jeu de rôle puis comment y jouer, ben on leur explique jamais au nouveau. Ouais. C'est vrai que je serais curieux de prendre, par exemple, tu sais, de juste t'imprimes, tu laisses ça entre les mains de quelqu'un,
que tu sais qu'il a jamais fait de jeu de rôle, puis tu fais comme t'essaieras ça, genre essaye-le avec des gens, reviens-moi avec comment ça s'est passé. C'est sûr que c'est vrai que des gens d'une page, c'est le gros désavantage, qu'il y a pas de place pour expliquer, à part les règles puis la situation, t'as pas de place pour expliquer comment jouer ou donner des conseils de vous devriez faire ça pour optimiser votre expérience, pour avoir plus de plaisir, etc. Alors que des jeux plus longs ont la chance de faire. Mhm. Mais maintenant que vous avez de l'expérience dans les jeux à une page, est-ce que vous y rejoueriez et est-ce que vous joueriez à un autre jeu à une page? Moi, personnellement, je vais probablement y rejouer. J'avais voulu l'essayer vraiment comme le jeu était prévu, comme tu roules la situation puis après tu rentres dedans. Cependant, je vais peut-être faire un petit peu plus de préparation de ma part en tant que MJ dans mes prochaines parties. Et définitivement, je suis intéressée à essayer d'autres jeux à une page. Là. Je sais que de Grand Tower, il y a Crash Panda où que t'es une gang de raccoons qui conduisent une voiture qui me fait de l'œil. Là. C'est faut que je l'essaye, celle-là. Ben, moi, je serais vas-y. intéressée. Moi, j'ai aimé ça. Je serais intéressée à jouer à d'autres jeux de une page sans problème, puis jouerais sûrement à l'occasion. Je vois bien comment le plugger et faire, tu sais, justement faire ce travail de facilitation-là pour comme s'il y a des gens qui ont jamais joué à des jeux que tu sais, ça soit accessible, genre sur le contrat, genre OK, là on va pour vivre ce genre d'aventure. Est-ce que ça te convient? Viens avec moi, on va pouvoir faire ça, genre. Mhm. Mhm. Ouais, Moi, de mon totalement. côté, je jouerais aussi, mais en tant qu'MJ, probablement que je préparerais un peu plus de choses d'avance, parce que je trouve vraiment que tu te lances sans filet, puis tu te fies juste à ton improvisation. Moi, c'est sûr, je me prépare une liste de petits points pour les temps morts ou comment rattraper une situation. Mais sinon, oui, c'est sûr que joueuse, oui, c'est sûr. MJ, oui, mais probablement que je me préparerais quand même des petits paragraphes d'idées. Pas nécessairement que, tu sais, une suite précise d'événements, mais juste, on parle un joueur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un peu des settings, si les joueurs ont plus d'idées, où aller, qu'est-ce que je pourrais suggérer, 2, 3 points, juste pour me faire un petit filet de sécurité avant de sauter. Ben, je vais y aller. Puis on va te laisser finir sur ton opinion pour ça. J'ai envie de dire non, je ne rejouerai pas. Simplement parce qu'il y a trop de jeux en une page à essayer. C'est pas parce que j'ai pas aimé ça, c'est parce qu'il y a tellement d'options que je sais pas si je rejouerais à celui-là spécifiquement. Ça me donne le goût de jouer à plus de jeux en une page. On va sûrement en parler dans quelques minutes, mais tu sais, il y a Lasers and Feeling qui est un des premiers jeux de ce style-là que ça fait longtemps que j'essaie de jouer puis que j'ai pas eu l'occasion. Il y en a des tonnes qui existent, fait que rejouer pour moi, c'est me priver d'en essayer un nouveau. mais clairement que j'ai eu du plaisir assez pour vouloir plus explorer ce type de jeu-là. Non, ça c'est un bon point, puis pour moi c'est un peu comme un jeu expérience. Tu sais, j'ai eu cette expérience-là avec vous. Je me dis peut-être que les autres seraient bien différentes, mais dans le fond, pour un jeu à une page qui se joue rapidement, oui, je pourrais le réessayer, mais je le vois comme j'ai eu cette expérience-là, puis là, je vais réessayer aussi avec un autre jeu, puis avec une autre expérience. Puis comme ça, j'en avais noté quelques-uns aussi, mais il y en a vraiment dans tous les types. Là. De Grand Wit, il y en a un autre qui s'appelle Sexy Battle Wizards. On va faire des magiciennes sexy. C'est quoi qu'il y a? Run, Die, Repeat, que je sais qu'il est traduit en français aussi, dans lequel c'est des gens qui sont piégés dans un cauchemar, puis ici, comme poursuivis par des monstres, je crois, et quand ils se font tuer, ces personnes-là reviennent à la vie puis recommencent. Fait que c'est un jeu qui se joue rapidement, puis qui est violent, puis après tu recommences comme plusieurs fois, j'imagine, jusqu'à temps que tu te libères. Ce cauchemar-là, j'en ai trouvé des jeux solo en une page, des jeux poétiques comme Les Larmes du Soleil de Valentin Touzan et Simon Lee, qui est un truc de pèlerin, de symbolique, que j'aimerais peut-être essayer si je recommence à faire des jeux de rôle solo en stream. Mais comme ça,
on va mettre les liens là, dans la description, mais sur C'est trop long, pas lu. D'ailleurs, qui a un site qui a un recueil de jeux très courts. Ils sont pas tous en une page, mais il y en a plusieurs en une page. Vous pouvez voir que il y en a une diversité, puis dans tous les types, puis pour tous les goûts. Fait que c'est sûr qu'on n'en manquera pas si on veut réessayer l'expérience. Je pense. Oui, vas-y. Non. Ben, en fait, il y a comme une question qui est comme dans le sujet, un peu hors sujet, alors peut-être que tu veux y aller en premier. Je vais juste dire que Grant Howitt, qui a fait Goblin Punk, ce que les gens connaissent peut-être, ceux qui vont écouter le podcast, c'est probablement Honey Heist, s'ils en connaissent un, parce que les gens de Critical Role sont assez connus dans le monde du jeu de rôle, ont joué à Honey Heist, donc si vous avez entendu parler d'au moins un jeu en une page, c'est probablement celui-là. Dans lequel on joue des ours qui volent du miel. Avec un plan très complexe. Je me demandais si est-ce que vous en écririez un jeu à une page? En une page. Maintenant que qu'on a l'expérience d'un jeu en une page. Ben, moi, j'ai déjà écrit un jeu sur 2 pages. Donc, il était 2 pages, qui s'appelait Fragment. Puis j'ai déjà fait des jeux comme dans les concours à genre 200 mots en anglais, 400 mots en français. Là, c'est comme un autre degré de résumé, là, de concis. Mais c'est intéressant, en fait, vraiment, je trouve, pour créer des jeux. Puis je pense que Étienne aussi pourra en parler, mais de se mettre une limite comme ça de mots, puis d'essayer de condenser le plus son essence, puis de mettre souvent un système original en même temps. C'est un exercice intéressant pour créer, puis aussi pour rendre... C'est vraiment l'essence de l'expérience de jeu que tu veux faire vivre. Puis il faut que ça soit jouable. On parlait de pas avoir d'instructions, ça, il faut que ça soit jouable. La personne lit 200 mots, ça se tient genre sur une carte d'index, par exemple. Mais quoique moi, j'ai pas fait d'illustration, là. C'est comme beaucoup de ces jeux-là qui sont magnifiquement illustrés. C'est ça, j'ai aussi participé au concours de jeu de rôle en 200 mots à une reprise en anglais et c'est le moment où que je me vante un petit peu. Non, c'est mon jeu du concours, il était une fois un petit jeu de rôle en français, a été dans les gagnants de l'édition que j'ai participé, dans les coups de cœur du jury. Donc, Réverbération, c'est ça. C'était un défi de faire un jeu de rôle en 400 mots, c'est quelque chose. C'est un peu comme le faire, c'est ça, le faire en une page. J'ai déjà voulu essayer. Ça travaille, disons, les muscles de designer de jeu. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que comme tu te limites énormément, faut que tout ce que tu mets soit vraiment important. En quelque sorte, faut que tu dises que ce que tu as sur ta page, c'est toutes des choses que tu peux pas enlever. C'est comme ça que je le vois, du moins, personnellement. Ouais, tu pèses chaque mot, surtout en français. Oui, en français, c'est en français, tout prend beaucoup plus de place qu'en anglais, puis au départ, je pense que le concours dont tu parles en français avait repris la même limite comme de 200 mots, mais tu rends pas les mêmes idées en 200 mots en anglais puis 200 mots en français, c'était quasiment impossible là, de rendre quelque chose de complet. Fait qu'ils l'ont augmenté par la suite au double. La première édition, il avait mis 250 au lieu de 200, mais... Ouais, 250, ouais. Mais c'est clairement pas assez. Ils s'en ont rendu compte assez rapidement. Puis moi, j'avais mal compté. Je pense que j'ai participé, puis j'avais mal compté avec Word, fait qu'il y en avait trop, ça comptait pas. Oh non! C'est pas grave, l'exercice, c'est intéressant tout de même. Mm-hmm. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur Goblin Punk sous les gens d'une page? On est bon, on a tout dit, on a été concis, comme le jeu. Ouais. On a fait nos gobos à gogo, puis... À gogo. Ça prend pas la tête à Paladin. Pour savoir qu'on a pas mal fini de dire ce qu'on a à dire. Mm-hmm. De toute ça façon, pourrait être notre sortie de podcast, ça va toujours être... Ça prend pas la tête à Paladin. De toute façon, les gens d'une page... Ça prend pas la tête à Dandy. Ouais. De toute façon, les gens d'une page, c'est plus beau en morceaux.
Bon. Dans ce cas-là, à part si quelqu'un voulait rajouter quelque chose, je peux faire des petites annonces avant qu'on se quitte. Premièrement, je veux remercier tout le monde, d'habitude, d'avoir été là pour la discussion. Et cette autre merveilleuse et très comique partie de Goblin Punk. Si vous n'avez pas encore joint le serveur Discord de la communauté, allez voir, je pense que le lien va être dans la description, si on l'a mis sur Facebook à plusieurs endroits, où on partage les actualités, on parle de nos pratiques de jeu, de plein de choses. Une communauté bienveillante et accueillante, donc venez vous joindre à nous. Autre grosse annonce dans le monde du jeu de rôle récemment, c'est que au Québec du moins, c'est que le Festival Draconis, le plus gros événement de jeu de rôle peut-être pas au Canada, mais au Québec, en tout cas francophone, en Amérique du Nord, va avoir lieu en présentiel, en personne, l'année prochaine, en 2022, alors que l'année passée, il y avait dû faire, pandémie oblige, une version en ligne uniquement, mais là, ça va être de retour en présentiel. Puis je pense qu'ils réfléchissent à faire pour nos amis d'Europe et des autres fuseaux horaires une version en ligne à l'automne, mais pour l'instant, la version en présentiel, ça va être fin février, donc du 25 au 27 février, comme d'habitude, au Cégep Vieux-Montréal. Donc nous, je suis pas mal certain qu'on va tous et toutes y être, donc ça va nous faire plaisir de vous y rencontrer, évidemment. Puis là, ce podcast-ci devrait sortir. En décembre, il va encore rester du temps, bien assez de temps pour soumettre vos scénarios si vous voulez être maître de jeu à Draconis, participer à des panels, tout ça. Fait qu'on vous invite à aller les suivre, par exemple, sur leur page Facebook pour plus de détails. Et enfin, je voulais juste ajouter que le prochain jeu, justement, décembre veut dire temps des fêtes, et le prochain jeu qu'on va vous présenter reproduit des histoires avec lesquelles vous êtes quand même probablement assez familières du temps des fêtes qu'on retrouve dans nos écrans. Je vous en dis pas plus. Vous avez juste à écouter notre prochain podcast pour voir où est-ce que Dandy va nous amener. Bon, merci tout le monde. À la prochaine. Il est trop tôt pour ça, mais quand même, bon temps des fêtes, bonne année. Joyeux Pâques, on aura tout dit. Bye bye! Bye bye! Bye!